Notion de suite extraite, on considère cette suite dont j'ai mis les premières valeurs et on prend les UN où n est paire, c'est-à-dire 0, et donc ça donne V0, V1, V2, etc. On a ainsi une suite Vn qui est une suite extraite de la suite UN. Alors Vn c'est quoi? C'est U avec un indice qui est égal à 2n. Donc quand je remplace ici, ça fait moins 6n plus 1, vous vérifierez. On a considéré ici l'ensemble A des nombres pairs. Pour construire une suite extraite, on prend une partie A infinie de n, et donc il existe une bijection sigma entre n et A, mais elle n'est pas forcément croissante, et nous on voudrait qu'elle soit strictement croissante. Pour cela, on peut la construire à la main, on part de A0 égale A, on prend N0 égale le plus petit élément de A0, il existe, on est dans N, puis on l'enlève, donc on obtient A1, et on prend ensuite le plus petit, puis on recommence. On construit ainsi une suite décroissante d'ensembles AK, tous équipotents à n, c'est-à-dire infini dénombrable, tel que AK plus 1 est inclus dans AK, et une suite strictement croissante d'entiers NK appartenant à AK. Voilà. Et donc à l'étape P, on va se retrouver avec ça, et puis avec AK plus 1, pour tout cas, compris entre 0 et puis P moins 1, AK plus 1 égale AK moins NK, inclus dans AK. Et alors, on va prendre AP plus 1 égale AP moins NP, et NP plus 1 égale 1 de AP plus 1. On obtient ainsi une suite strictement croissante, NK, d'accord, et donc une fonction sigma qui a K appartenant à N associe NK et qui est injective strictement croissante. Si UN est une suite de K, on obtient alors une suite extraite UNK de la suite UN. Alors, la définition, ça va être de dire que si UN est une suite, alors K c'est R ou C, on dit que Vn est une suite extraite de la suite UN s'il existe une injection strictement croissante sigma de n vers n, telle que pour tout n appartenant à n, Vn est égal à U sigma n. La notation, ça sera V égale X sigma K pour K appartenant à n. Voilà. Alors on pose sigma K est égal à NK pour tout K appartenant à n, et donc ma suite V, eh bien je la note XNK, K appartenant à n, comme dans la présentation, dans la construction faite précédemment. Valeur d'adhérence d'une suite UN, on dit que A appartenant à R, on est dans R, est une valeur d'adhérence de la suite UN si quel que soit epsilon positif, cet ensemble E epsilon qui est l'ensemble des n appartenant à n tel que UN appartient à l'intervalle ouvert à moins epsilon A plus epsilon est infini, c'est-à-dire il va être en bijection avec n. Ce qui équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, et quel que soit n appartenant à n, il existe n supérieur ou égal à n tel que UN appartient à cet intervalle. Démonstration, dans un sens, celui-là c'est évident, sinon epsilon, E epsilon serait inclus là-dedans et fini. Et dans l'autre sens, supposons le contraire, supposons que ça soit qu'il existe epsilon tel que ça serait pas infini, donc il serait vide ou fini, donc il serait un peu comme ça, voilà, c'est vrai aussi pour vide ça. Donc dans les deux cas, on aurait un n tel que n supérieur à n implique que un n'appartiendrait pas à ça. Or ça, c'est exactement contraire à l'hypothèse. Voilà, d'où l'équivalence. Petite incursion en topologie. Si A est inclus dans R, non vide, A appartient à R, on dit que A est un point adhérent à A si quel que soit epsilon positif, A inter A moins epsilon A plus epsilon différent de vide. Donc comme on prend epsilon petit, ça veut dire qu'aussi près que l'on soit de A, dans cet intervalle, il y aura des éléments de petit a. Il y aura forcément petit a d'ailleurs. Entre parenthèses, si A appartient à A, on voit que tout petit a appartenant à A est un point adhérent de A. L'ensemble des points adhérents de A est appelé adhérence de A. Fermé. Alors ça, on admet, évidemment, c'est ce que je viens de dire, on a ça. Retour aux suites. Soit une suite UN, R, A appartenant à R, quel que soit N, je note AN égale l'ensemble des UN tel que N est supérieur ou égal à N. Dire que A appartient à l'adhérence, alors cette adhérence-là, de AN, ça équivaut à dire ça, qui équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, il existe N supérieur ou égal à N et UN appartient à ça.
dire que A appartient à l'intersection de tous ces ensembles, ça équivaut donc à dire que quel que soit n, quel que soit epsilon, il existe n tel que un appartient à ça. Ce qui revient à dire que A est un point adhérent de A. Donc, l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite un est ça. D'accord? C'est un ensemble fermé, pour info. Un, donc une suite de R. A est une valeur d'adhérence de un si et seulement si A est la limite d'une suite extraite de un. Démonstration, étape 0, epsilon égale 1, il existe n0 tel que un0 appartient à ça, parce que A est valeur d'adhérence. Puis epsilon égale 1 demi, n est égal à 1, il existe n1 supérieur à n0 tel que un1 appartient à ça, parce que c'est une valeur d'adhérence. Je ne l'ai pas fait, mais après j'aurais pu dire, il existe, pour epsilon égale 1 tiers, n égale 2, il existe n2 supérieur à n1, tel que un2 appartient à a moins 1 tiers, a plus 1 tiers. À l'étape k, epsilon égale 1 sur k plus 1, il existe nk supérieur à nk moins 1, tel que unk appartient à a moins 1 sur k plus 1, a plus 1 sur k plus 1. On construit ainsi donc une suite strictement croissante nk et une suite extraite unk de un. Soit epsilon positif, quel que soit n, il existe n, pardon, tel que 1 sur n plus 1 est inférieur à epsilon. Et donc, pour k supérieur à n, unk, on sait, il appartient à ça. Et donc, unk moins a va être inférieur à 1 sur k plus 1, qui est inférieur à 1 sur n plus 1, qui est inférieur à epsilon. Donc, je vois que la suite unk converge vers a. Réciproquement, si la suite extraite xnk converge vers a, alors quel que soit epsilon, il existe p tel que k supérieur ou égal à p implique que xnk appartient à ça. Donc ça veut dire qu'il y a une infinité de k tel que xnk appartient à ça. Parce qu'il y a tous ceux, hein, il y a une infinité de k supérieur ou égal à p. Donc du coup, il va y avoir une infinité de n tel que xn appartient à ça. Donc ça veut dire que a est une valeur d'adhérence de xn. En particulier, si xn est une suite de R et qu'elle est convergente de limite L, alors L c'est une valeur d'adhérence de la suite xn, puisque xn est elle-même une suite extraite de xn. Il suffit de considérer la bijection sigma qui a n appartenant à n associe n. Remarque que si xn k est une suite extraite de xn, alors nk est toujours supérieur ou égal à k. Et si les deux suites sont différentes, il existe un rang à partir duquel nk est supérieur à k. Démonstration par récurrence sur k, pour n0 est supérieur ou égal à 0, supposons ça. Alors comme cette fonction est croissante strictement, nk plus 1 est supérieur à nk, donc, qui est supérieur ou égal à k, donc nk plus 1 va être supérieur ou égal à k plus 1. Donc c'est héréditaire, théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Si les deux suites sont différentes, il y a un p tel que np est différent de p, on sait que np est supérieur ou égal à p, donc il va être supérieur à p, puis on fait une récurrence sur k supérieur ou égal à p, supposons nk supérieur à k, alors nk plus 1 est supérieur à nk, donc il va être supérieur ou égal à 1 plus nk, mais nk est supérieur ou égal à k plus 1, je vais très vite parce que c'est facile, hein. Donc nk plus 1 est supérieur ou égal à k plus 2, donc nk plus 1 est supérieur à k plus 1, donc c'est héréditaire, théorème de récurrence implique que c'est toujours vrai. Si on a une suite xn convergente de limite L, tout de suite extraite à la même limite et convergente de même limite, quel que soit epsilon positif, on a ça. Comme nk est supérieur ou égal à k, quand k va être supérieur ou égal à p, nk va être supérieur ou égal à p, donc x nk moins l va être inférieur à epsilon, donc la limite est bien égale à l. Xn est une suite convergente de limite L, alors c'est l'unique valeur d'adhérence de Xn. Démonstration, si A est une valeur d'adhérence de Xn, il existe une suite extraite qui converge vers A. Comme Xn est une suite convergente, déjà cette suite extraite va converger vers L. Unicité de la limite implique que L est égal à A. Exemple d'une suite divergente ayant une unique valeur d'adhérence, on prend Xn égale 1 sur 2 sur n plus 1 quand n est pair, n plus 10 quand n est impair, tous les un sont positifs, hein, donc pour un pair on se rapproche de 0, puis là on se rapproche de l'infini, donc on voit bien qu'il n'y a pas de valeur d'adhérence, il faut qu'il y ait un groupement hein, pour qu'il y ait une valeur d'adhérence autre que 0, je veux dire. Donc là on a la suite x de n qui tend vers 0, hein, donc 0 est une valeur d'adhérence, si a est inférieur à 0, en fait on va prendre, si a est par là,
on va prendre un intervalle, puis on va voir qu'il contient aucun. Hein, on prend epsilon égale moins 1 sur 2. Dans cet intervalle, il n'y a aucun xn puisqu'ils sont tous positifs, donc il n'y a pas de valeur d'adhérence ici. D'accord? Négative. Et maintenant, je prends une valeur d'adhérence positive. Bon, bah, je vois bien que si je prends un intervalle, là, ceux-là, ils vont tous être groupés autour de 0, donc il n'y aura qu'un nombre fini de ceux-là dans l'intervalle. Et puis ceux-là qui sont vers plus infini, il n'y en aura qu'un nombre fini aussi. Bon, si A est positif, on prend epsilon égale 1 sur 2, il existe P, tel que 1 sur 2P plus 1 inférieur à 1 sur 2, il suffit de prendre P supérieur à 2 moins 1 sur 2A. Si je prends K supérieur ou égal à P, ben X de K va être inférieur à 1 sur 2 à cause de ça, parce que 1 sur 2K plus 1 va être plus petit que 1 sur 2P plus 1. Et donc X de K ne va pas appartenir à ça. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain rang. Donc ça veut dire que cet intervalle ne contient qu'un nombre fini de X de K. Maintenant, soit P appartenant à N, P supérieur à A plus epsilon, K supérieur ou égal à P implique, bon ça c'est évident, 10 plus 2K plus 1 supérieur à P supérieur à A plus epsilon. Donc X de K plus 1 n'appartiendra pas à cet intervalle-là non plus. D'accord? Donc dans cet intervalle-là, il n'y aura qu'un nombre fini de X de K. D'accord? Donc je vois que finalement A n'a pas de valeur d'adhérence parce que quand je prends un intervalle qui contient A, eh bien il n'a qu'un nombre fini de xn avec n paires, il n'a qu'un nombre fini de xn avec n impair, donc il n'aura pas un nombre infini de xn. Donc ce n'est pas une valeur d'adhérence. Conséquence, une suite, si une suite a une unique valeur d'adhérence, elle n'est pas forcément convergente. Mais nous verrons plus loin en utilisant le théorème de Bolzano-Weierstrass que si la suite est bornée et qu'elle a une seule valeur d'adhérence, alors elle est convergente et sa limite c'est la valeur d'adhérence. Suite de Cauchy, on dit que xn appartenant suite réelle est une suite de Cauchy si quel que soit epsilon positif, il existe n tel que pq supérieur à n implique que la distance entre xp et xq est inférieure à epsilon. Autrement dit, on peut trouver un rang de façon à ce que pour tous les éléments d'indice supérieurs à ce rang, ben, les xn soient très proches les uns des autres. Remarque, là aussi, on peut remplacer pq supérieur à n par pq supérieur ou égal à n. Et valeur absolue de xp moins xq inférieure à epsilon par inférieur ou égal. Je ne le fais pas, c'est la même chose. Tout de suite, réel de Cauchy est borné. En fait, il existe n tel que pq supérieur à n implique xp moins xq inférieur à 1, j'ai pris epsilon égale 1. Donc p supérieur à n implique que xp moins xn plus 1, parce que lui il est supérieur à n, est inférieur à 1, donc xp doit être là-dedans. Quant aux autres, ceux qui sont de 0 jusqu'à n, bah, c'est un ensemble fini, donc borné, et donc ils sont tous entre a et b. Et donc finalement, les xn vont tous être entre le plus petit de ces deux-là et le plus grand de ces deux-là. Donc xn est borné. Tout de suite convergente est de Cauchy, démonstration, bon, la limite est égale à L, je traduis ça, je prends PQ supérieur ou égal à N, j'ai ça, j'applique l'inégalité triangulaire, c'est inférieur à epsilon, d'où le résultat. Si j'ai une suite de Cauchy qui a une valeur d'adhérence, alors elle converge vers la valeur d'adhérence. J'exprime qu'elle est de Cauchy, comme elle a une valeur d'adhérence, elle a une suite extraite vers A, donc j'exprime ça. Et maintenant, je fixe K supérieur ou égal au sub de N1, N2. Et donc, je vais avoir ça. D'accord? Et si NK il est supérieur ou égal à K, si il est supérieur ou égal à N1, et donc je vais avoir ça, c'est-à-dire je remplace P par ça, non, Q par ça, XNK moins XP inférieur à epsilon sur 2, du moment que P, ben P je vais prendre supérieur à N, je vais appeler CN1, d'accord? Et donc j'ai ça. Voilà, du coup, grâce à l'inégalité triangulaire, je vois que pour tout P supérieur ou égal à N, XP moins XA en valeur absolue est inférieure à epsilon, donc la limite de Xn est égale à 1. Voilà. Donc, en fait, on a un résultat beaucoup plus général que ça, parce que R est complet, c'est-à-dire que toute suite de Cauchy est convergente. Donc là, il n'y a même pas besoin qu'elle ait une valeur d'adhérence, elle en aurait automatiquement une.
En fait, Q n'est pas complet. On a déjà construit une suite de Cauchy de Q qui ne converge pas dans Q, chapitre construction des nombres réels. Et on a construit R sur corps de Q pour qu'il soit complet. Alors, grâce à la complétude de R, on a et on va le démontrer, le théorème de Bolzano-Weierstrass, le théorème de la borne supérieure, le théorème des suites adjacentes et le théorème de la convergence monotone. On va démontrer tout ça. Voyons maintenant le célèbre théorème de Bolzano-Weierstrass du nom de deux mathématiciens, donc Bolzano, un Tchèque, 18e, 19e siècle, qui travaille dans l'analyse et puis au balbutiement de la théorie des ensembles. Weierstrass, lui, est un très grand mathématicien qui a fait de nombreuses publications, 19e siècle aussi, allemand. Donc lui, il touche tous les domaines des mathématiques, particulièrement l'algèbre, l'analyse. On lui doit le théorème d'approximation par des polynômes, polynomiales, donc des fonctions par des polynômes. Il travaille sur les intégrales elliptiques, les fonctions abéliennes, etc. C'est lui qui aurait démontré ce théorème qui avait été énoncé par Bolzano. Mais les résultats de Bolzano, c'est aussi un très grand mathématicien, mais moins connu, parce que ces résultats ont été connus pas de son vivant. Démonstration, alors d'abord l'énoncé, tout de suite réel borné, admet une valeur d'adhérence. Ce qui revient à dire que, parce qu'on sait qu'il y a équivalence entre avoir une valeur d'adhérence et admettre une suite extraite convergente, ça équivaut à dire que de toute suite réel borné, on peut extraire une suite convergente. Voilà. Démonstration. Comme elle est bornée, on a ça, on pose A0 égale A, B0 égale B. Pour un des deux segments, il existe une infinité d'entiers naturels n, tel que xn appartiennent à ce un des deux segments. D'accord? Alors, par exemple, si c'est le cas du premier, bon, on prend le premier et on pose A1 égale A, par exemple. B1, même pas par exemple, c'est sûr, A1 égale A et B1 est égal à A plus B sur 2. Et sinon, si lui, il n'a qu'un nombre fini de n tel que xn appartient, eh bien on prend l'autre en posant A1 égale A plus B sur 2 et B1 égale B, on choisit un xn1 dans celui qu'on vient de prendre. On avait choisi xn0 dans le premier. Bon, là, on avait que l'embarras du choix, on pouvait prendre x0 par exemple. Et on choisit tel que n1 est supérieur à n0. On a évidemment A1, B1 qui est inclus dans A0, B0. Et on refait la même chose avec A1, B1, donc ça nous donnait A2, B2 qui est inclus dans A1, B1. Puis à chaque fois, on divise par 2 la longueur du segment obtenu. Donc à l'étape P, on a une suite comme ça de segments, emboîtés les uns dans les autres, et quel que soit K, bk moins K est égal à B moins A sur 2 puissance K. Il y a une infinité de n, tels que les xn, c'est tel que les xn appartiennent à P, BP, et chaque fois on a choisi xn0 et 1 et xnp. Donc à chaque fois ils sont dans un des segments, tel que donc on a ça. Voilà. Et nk appartenant à ak, bk. Voilà, tout est dit. À partir du dernier qu'on a là, on fait un autre, on en construit un autre de la même façon en choisissant xnp plus 1 avec np plus 1 évidemment supérieur à np. On a construit de cette façon des suites ak, bk, xnk. Soit epsilon positif, limite de 2 puissance n, quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, donc il existe grand n appartenant à n, tel que 2 puissance n soit supérieur à ça, et donc ça nous fait Bn de moins 1n sur 2 puissance n qui est inférieur à epsilon. Le segment AN Bn contient tous les AK BK pour k supérieur ou égal à n, d'accord, parce que ils sont de plus en plus petits, ils sont emboîtés comme ça. Donc, tous les xnk pour k supérieur ou égal à n. Donc, si je prends p et q supérieur ou égal à n, je suis sûr que xnp et xnq appartiennent à nbm. Et donc, la distance entre les deux va être inférieure à la longueur du segment, c'est-à-dire bn moins 1n sur 2 puissance n, qui est inférieure à epsilon. Finalement, on a construit une suite extraite xnk, k appartenant à n, tel que quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que si pq est supérieur ou égal, sont supérieurs ou égaux
à n, on a ça. La suite xnk est évidemment une suite extraite de la suite xn, hein, et en plus elle est de Cauchy. Puisqu'elle est de Cauchy, elle est convergente, puisque R est complet. Donc on a une suite extraite convergente, ce qui revient à avoir une valeur d'adhérence pour la suite xn de. L'essentiel, c'est qu'on a démontré le fameux théorème de Bolzano-Weierstrass. Remarque, il existe des suites évidemment non bornées ayant des valeurs d'adhérence. On a déjà vu une, hein, qui était celle-là. Je ne sais plus si j'étais n plus 10, hein, peut-être 3n plus 10, je ne m'en souviens plus. Si n est impair. Et il existe des suites non bornées n'ayant pas de valeur d'adhérence. Par exemple, si je prends xn égale n, tout simplement, si a était une valeur d'adhérence, cet intervalle-là contiendrait une infinité de xn. Alors il est clair que pour n supérieur à a plus 1, les xn ne sont pas là-dedans. D'accord? Donc ça en contient qu'un nombre fini. Donc voilà une suite qui est non bornée, qui n'a pas de valeur d'adhérence. Théorème des segments emboîtés. On a une famille de segments NBN qui sont emboîtés les uns dans les autres, avec la limite de Bn moins n qui est égale à 0. Alors, on va démontrer que l'intersection de tous ces segments est réduite à un singleton. On va d'abord expliquer pourquoi AP est inférieur ou égal à BQ, quel que soit P, quel que soit Q. On a cette inclusion qui nous donne ça, d'accord? AN est croissante et BN est décroissante. Donc AP va être inférieur ou égal à AP plus Q. AP plus Q va être inférieur ou égal à BP plus Q, hein, puisque AN est inférieur ou égal à BN. Et comme la suite B est décroissante, BP plus Q va être inférieur ou égal à BQ. Ben, ça y est, c'est terminé. Petit 2, AN, BN appartiennent à A0, B0, donc ils sont bornés. Après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on en extrait deux suites convergentes. D'accord? Alors en fait, il n'y en a qu'une qui va nous servir. Quel que soit epsilon positif, il existe n1 tel que n supérieur ou égal à n1 implique ça. Mais on sait aussi que limite de Bn moins n est égale à 0, donc il existe n2 tel que ça. La valeur absolue de la n moins Bn est inférieure ou égale, ça c'est l'inégalité triangulaire. La valeur absolue de la n moins A, pardon. N moins A. Donc, eh bien, on regarde ici sur le dessin AN, A sigma n, Bn. D'accord? C'est ça la situation d'après ce qu'on a démontré avant. Je vois que la distance entre AN et A sigma n est plus petite que la distance entre AN et Bn. Donc ça, c'est inférieur ou égal à ça. D'accord? Et bien ça, si je prends n supérieur ou égal au sub de n1, n2, j'aurai ça et ça, donc ça va être inférieur chacun à epsilon sur 2, donc au total à epsilon, ce qui veut dire que limite de n est égale à A. De la même façon, limite de Bn est égale à B, donc la limite de Bn moins n est égale à B moins A, sauf qu'elle est égale à 0. Donc ça veut dire que A est égal à B. Quel que soit PQ, AP est inférieur ou égal à BQ, fiction Q, et faisons tendre AP. Faisons tendre P vers plus l'infini. Limite de AP est égale à A. Donc dans cette inégalité où Q est fixé, j'obtiens que A est inférieur ou égal à BQ. Maintenant je fixe P, je fais l'inverse. Et je fais tendre Q vers plus l'infini. Comme Bn est convergente, sa limite c'est B égale A. Ben, j'obtiens donc que AP est inférieur ou égal à A. Donc j'obtiens ça. Donc ça, quel que soit P et Q. D'accord? En particulier, si P égale Q égale N, quel que soit N appartenant à N, j'obtiens ça. Donc à N, A appartient à tous les segments. Supposons qu'il y a un autre, donc je l'appelle alpha, qui appartiennent à l'intersection. Donc alpha et A sont tous les deux dans ANBN. J'ai cette situation. Soit alpha est ici et A ici, soit A ici, alpha ici. Mais peu importe. Cette distance-là, qui est comprise entre 0 et AN moins BN, qui lui tend vers 0. Donc d'après le théorème de Gendarme, cette suite qui est constante tend vers 0. Donc ça veut dire que valeur absolue de A moins alpha égale 0, donc alpha égale A. Donc je vois qu'il y a un seul élément dans l'intersection, c'est A. Donc l'intersection est égale à A. Le X que j'ai dans l'énoncé, c'est en fait A. Avec le théorème des segments emboîtés, on avait ça, ça, ça et ça.
Alors maintenant, suite adjacente. On dit que deux suites sont adjacentes si on a ça, l'une qui est croissante, l'autre décroissante, et la limite entre les deux égale 0. Montrons d'abord que AP est toujours inférieur ou égal à BQ, quel que soit P et Q. Sinon, il existerait P et Q tel que BQ est inférieur à AP. Eh bien, ça ne va pas être possible parce que si je prends N supérieur ou égal à sub de PQ, comme AN est croissante, AN est supérieur ou égal à P, que BN est décroissante, BN est inférieur ou égal à BQ, donc je vais avoir BN inférieur ou égal à BQ, BQ inférieur à AP, AP inférieur ou égal à N. Donc le problème, c'est que ça va me donner ça. AP moins BQ, il va être entre 0 et puis AN moins BN qui tend vers 0. Donc ça, il va falloir que ça fasse 0. Et ça, c'est en contradiction avec BQ inférieur à AP. On a donc ça, quel que soit P et Q. Et donc, on va avoir ça. Pourquoi? Parce que là, la suite est croissante. Ça, je l'obtiens en prenant P égale Q égale N plus 1. Et là, la suite BN est décroissante. Donc, j'obtiens des segments emboîtés. Et donc, j'ai les hypothèses du théorème des segments emboîtés. Donc, il y a équivalence entre les hypothèses du théorème des segments emboîtés et celles des suites adjacentes. Le théorème des suites adjacentes, il dit simplement que quand on a des suites adjacentes, elles sont convergentes de même limite. En effet, comme on a les segments emboîtés, on a ça, donc ça. Donc, x moins n qui est plus petit que bn moins n, et qui est plus grand que 0. Et comme il tend vers 0, celui-là tend vers 0. Et donc, la limite de n est égale à x. On a la même chose avec bn moins x, qui est plus grand que 0, et qui est plus petit que bn moins n. Eh bien, la limite de bn moins n est égale à 0. Donc, celle-là est égale à 0. Donc, la limite de bn égale x. Donc, elles ont la même limite. Exemple de suite adjacente, celle-là, et puis celle-là. Sn est croissante parce que Sn plus 1 moins Sn égale 1 sur n plus 1 carré positif. S'(n plus 1 moins S'(n) est égal à... Alors je remplace, hein, S'(n plus 1 c'est ça. S'(n c'est ça. Donc ça fait Sn plus 1 moins Sn, c'est-à-dire 1 sur n plus 1 au carré, plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Là je les mets au même dénominateur, ça fait ça. Puis là, je mets au même dénominateur, je multiplie par n et ici par n plus 1. Et j'obtiens moins 1 sur n plus 1 au carré qui est négatif. Donc la S'(n) est décroissante. On a donc Sn croissante, S'(n) décroissante, et puis la limite de S'(n) moins Sn, c'est la limite de 1 sur n, qui fait 0. Donc elles sont bien adjacentes et convergent, elles ont la même limite. En fait, on a déjà vu que cette limite était égale à pi2 sur 6. Quelques rappels avant de voir le théorème de la bande supérieure. On rappelle ce que c'est qu'un plus petit élément et un plus grand élément, un minorant, un majorant, une bande inférieure, une bande supérieure. Soit E un ensemble muni d'une relation d'ordre, A une partie non vide de E. On dit que A a un plus petit élément M si M appartient à A, c'est très important, et M inférieur ou égal à A, quel que soit A, appartenant à A. Il est nécessairement unique, sinon si on avait aussi M', on aurait M' inférieur ou égal à A, quel que soit A appartenant à E. Alors par ça, on aurait M inférieur ou égal à M', et par ça, on aurait M' inférieur ou égal à M, donc M égale M'. On dit que A a un plus grand élément M si M appartient à A, et que A est inférieur ou égal à M, quel que soit A appartenant à A, il est donc unique lui aussi. Remarque qu'on a cette inclusion, elle a un plus grand élément évident qui est 1, d'accord ? Mais elle n'a pas de plus petit élément, parce que si on prend x là-dedans, x sur 2 appartient aussi à ça, et il est toujours inférieur à x. Minorant, M est un minorant de A si M appartient à E, et que M est inférieur ou égal à A, quel que soit A appartenant à E. Donc, c'est un plus... S'il appartient à A, et dire il appartient à A, si et seulement si c'est le plus petit élément de A. 0 et moins 1, par exemple, sont des minorants de 0 et 1. Majorant. M est un majorant de A si M appartient à E et que A est inférieur ou égal à M, quel que soit A appartenant à E. Alors, M appartient à A équivaut à dire que M est le plus grand élément de A. Bande supérieure, on suppose que A admet un majorant. On suppose donc ça. Si l'ensemble, deuxième supposition, si l'ensemble MA des majorants de A admet un plus petit élément, alors M est appelé
la borne supérieure de A. Notation M égale sub de A. Nécessairement unique puisque c'est le plus petit élément de MA. Borne inférieure, on suppose que A admet un minorant si l'ensemble petit MA des minorants de A admet un plus grand élément M. M est appelé borne inférieure de A. Et on note M égale 1 de A, lui aussi nécessairement unique. Exemple, 0, 1, ben lui il est minoré par 0, d'accord? 0 c'est évidemment le plus grand des minorants, donc c'est la borne inférieure de l'ensemble 0, 1. E, un ensemble ordonné, A une partie non vide de E, M appartenant à E. On a cette équivalence M égale sub de A, ça équivaut à dire que l'on a ça, A inférieur ou égal à M, quel que soit A appartenant à A, et que ça, X appartenant à E, X inférieur à M, implique qu'il existe A entre X et M. Démonstration, si on a ça, on sait que M est un majorant de A, donc on a ça. C'est le plus petit, donc si X appartient à E et que X est inférieur à M, X n'est pas un majorant de A, donc il existe A appartenant à E, A vérifiant ça, mais comme A appartient à A, il vérifie ça, donc il vérifie ça. Réciproquement, si on a ça, ça veut bien dire que M est un majorant de A. Supposons que ça ne soit pas le plus petit. Donc il en existe un autre qui est plus petit que lui, et on a A inférieur ou égal à M', quel que soit A appartenant à A. Mais M' est inférieur à M. D'accord? Donc je peux appliquer ça. Il existe A tel que M', voilà. Mais ce A, il doit vérifier aussi A inférieur ou égal à M'. Donc j'ai une contradiction entre ça et ça. Voilà. Donc ça veut dire que M est bien le plus petit des majorants, et donc c'est la borne supérieure. E, un ensemble ordonné, A une partie non vide de E, M appartenant à E, eh bien M égale 1 de A, équivaut à dire que M est inférieur ou égal à A, quel que soit A appartenant à A, et que si X appartient à E, M inférieur à X implique qu'il existe A appartenant à A, vérifiant ça. Bon, ça se démontre de la même façon. E ordonné A une partie non vide de E, si A a un plus grand élément, alors, si A a un plus grand élément M, alors le sub de A est égal à M. Petit 2, si M est égal à le sub de A existe, alors M appartient à A, implique que M est le plus grand élément de A. Bon, c'est immédiat. 1. Il a un plus grand élément, M est le plus grand élément, donc A inférieur ou égal à M, quel que soit A appartenant à A. Si M' est un majorant de A, eh bien alors comme M appartient à A, on va avoir M inférieur ou égal à M'. Donc M est bien le plus petit des majorants de A, donc c'est la borne supérieure. Petit 2, M appartient à A implique que c'est le plus grand. Si M égale sub de A existe. M est un majorant de A, d'accord? Et il appartient à A. Donc on sait que si c'est un majorant qui appartient à A, on a déjà expliqué que M est le plus grand élément de A. Donc c'est fini. Alors on a les mêmes propriétés avec les plus petits éléments. Si A est un plus petit élément, petit m, alors M égale à f de A. Si M est égal à f de A existe, M appartient à A, implique que M est le plus petit élément de A. Une dernière remarque sur toutes ces histoires de majorants, de plus grands éléments et de bornes sup. Si avec une partie non vide de R, on pose B égale moins A, l'ensemble des opposés des éléments de A, M majorant de A équivaut à moins M minorant de B, M plus grand élément de A équivaut à moins M plus petit élément de B, M égale sub de A équivaut à moins M égale 1 de B. Les démonstrations sont évidentes. Si M est un majorant de A, je prends B appartenant à B. Il existe A appartenant à A tel que B égale moins A. Donc A est inférieur ou égal à M. Donc moins M est inférieur à moins A est égal à B. Mais ça y est, tout élément B est supérieur ou égal à moins M. Donc moins M est bien un minorant de B. Et la réciproque, c'est pareil. Si M est un minorant de B, j'ai ça. Si je prends A appartenant à A, B égale moins A appartient à B, donc moins M inférieur ou égal à moins A, donc A inférieur ou égal à M, donc M est un majorant de grand A. Petit 2, M plus grand élément de A, ça équivaut à M majeur A et M appartient à A, donc c'est équivaut à moins M mineur B et moins M appartient à B, donc c'est bon. Et donc ça équivaut à M égale le plus petit élément, moins M égale plus petit élément de B. Pour le petit 3, eh bien, M
égale sub de A, donc image A, donc moins M mineur B, soit X appartenant à R, tel que moins M est inférieur à X, donc moins X est inférieur à M. Comme M est la borne supérieure de A, il existe A appartenant à A entre les deux, et donc moins M est inférieur ou égal à moins A est inférieur à X, et moins A ça appartient à B, et donc j'ai bien prouvé que moins M est égal à 1 de B, la réciproque se fait de la même manière. Nous voyons maintenant un théorème très important qui s'appelle le théorème de la borne supérieure, aussi important et équivalent d'ailleurs à celui qui dit que R est complet, c'est-à-dire que toute suite de Cauchy de R est une suite convergente. Toute partie non vide majorée de R admet une borne supérieure. Démonstration, si A a un plus grand élément, on sait que c'est la borne supérieure. Donc on suppose que A n'a pas de plus grand élément, soit M un majorant de A, x0 appartenant à A, donc x0 inférieur à M, sinon on aurait M appartient à A, et M serait le plus grand élément de A. On pose y0 égale M. Et donc on se retrouve avec ça. Soit il y a un élément de A entre alpha et y0, alpha c'est le milieu, et à ce moment-là on pose y1 égale y0, et l'élément on l'appelle x1, soit il n'y en a pas, et à ce moment-là alpha va être un majorant de A. Et à ce moment-là on pose y1 égale alpha et le x1 égale x0. D'accord? Donc on est passé de ça, avec ça, à ça, avec ça et ça. Puis on recommence avec x1, y1. À un moment donné, à l'étape peine, on a des segments emboîtés comme ça, avec toujours les mêmes conditions. Et on prend le milieu de xn, yn, et on fait la même chose qu'avant. S'il existe un xn plus 1 ici, appartenant à A, ben on pose yn plus 1 égale yn. Et sinon, on se retrouve avec alpha qui est un majorant de A, et on pose yn plus 1 est égal à alpha, xn plus 1 égale xn. Voilà. Et donc, on a tout ça, et on a tout ça dans les deux cas. Les segments sont emboîtés, et yn moins xn est inférieur ou égal à y0 moins x0 sur 2 puissance n, récurrence facile, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. D'après le théorème des segments emboîtés, on sait que les xn, yn sont des suites adjacentes, donc de même limite, que j'appelle alpha, soit x appartenant à A. Quel que soit n appartenant à n, yn est un majorant de A, donc x est inférieur ou égal à yn. Comme yn tend vers alpha, j'obtiens que x est inférieur ou égal à alpha, donc alpha est un majorant de A. Maintenant, soit x appartenant à R, x inférieur à alpha. J'ai montré qu'il y a un élément de A entre x et alpha. Je pose epsilon est égal à alpha moins x, donc il va être strictement positif. Comme la limite de xn est égale à alpha, il existe un rang n, à partir duquel les xn appartiennent à alpha moins epsilon, alpha plus epsilon, c'est-à-dire x, alpha plus epsilon. Mais xn appartient à A, donc xn est inférieur ou égal à alpha, puisque alpha est un majorant de A. Donc en fait, quel que soit x inférieur à alpha, il existe xn appartenant à A. J'en prends un, par exemple, n égale grand N. Et je vais avoir ça. Et donc ça va bien me prouver que alpha est la borne supérieure, puisque je sais déjà que alpha est majorant de A. Voilà. Théorème de la borne inférieure, c'est immédiat. Toute partie A non vide minorée de R admet une borne inférieure. Pourquoi? Parce que si je prends B, l'ensemble des opposés des éléments de A minoré par M implique B égale moins A majoré par moins M. Et donc la borne sub de B existe, je l'appelle M. Et ça implique que la borne inf de moins B, c'est-à-dire celle de A, donc inf de A existe et va être égale à moins M. Nous arrivons enfin au théorème de la convergence monotone. Tout de suite, réelle croissante majorée par M est convergente de limite alpha. Et on a xn inférieur ou égal à alpha, inférieur ou égal à m, quel que soit n appartenant à n. Alpha, c'est le sub des xn, n appartenant à n. Tout de suite, décroissante minorée par petit m est convergente de limite alpha. M inférieur ou égal à alpha est inférieur ou égal à xn, quel que soit n appartenant à n. Et alpha, c'est l'inf des xn. Démonstration du petit 1.
xn croissante majorée, xn inférieur ou égal à m, quel que soit n, soit l'ensemble des xn, il est non vide majoré par m. Théorème de la bande supérieure à une bande supérieure, alpha, montrons que la limite de xn égale à alpha, quel que soit epsilon positif, alpha moins epsilon est inférieur à alpha, donc il existe n appartenant à n tel qu'il y a un xn quoi, qui est entre alpha, c'est-à-dire il y a un élément de A qui est entre alpha moins epsilon et alpha, parce que alpha est égal au sub de A. La suite est croissante, donc si n est supérieur ou égal à n, x grand n est inférieur ou égal à x petit n. D'autre part, alpha majeur A, donc xn est inférieur ou égal à alpha. On a donc alpha moins epsilon inférieur à x grand n, inférieur ou égal à xn, inférieur ou égal à alpha, et ça. Donc pour n supérieur ou égal à n, on a ça, donc limite de xn est égale à alpha. Et ça montre aussi que xn est inférieur ou égal à alpha pour tout n supérieur ou égal à n. Et si n est inférieur ou égal à grand n, xn, comme la suite est croissante, xn est inférieur ou égal à xn, et donc inférieur, x grand n, inférieur ou égal à alpha. Donc on a toujours xn inférieur ou égal à alpha, quel que soit n appartenant à n. Alpha est le plus petit des majorants de A, donc en plus alpha est inférieur ou égal à n. Donc là on a démontré tout ça. Voilà. Dans le deuxième cas, si xn est décroissant minoré par m, on a m inférieur ou égal à xn, quel que soit n, donc moins xn, ça. Donc la suite moins xn qui est croissante est majorée par moins m. Donc moins xn est convergente de limite bêta. Et on a démontré au petit 1 qu'on avait ça, quel que soit n, et que bêta, c'est le sub des moins xn. Xn est donc convergente, puisque c'est l'opposé de la suite, une suite convergente. Donc xn est convergente de limite moins bêta, que j'appelle alpha. Et là, je passe aux opposés, ça me fait m inférieur ou égal à alpha, inférieur ou égal à xn, quel que soit n. Et alpha est égal à moins bêta, c'est-à-dire moins sub des moins xn, donc 1 des xn. Et ça y est, là aussi, tout est démontré. Tout de suite réelle, un croissante non majorée est divergente, et sa limite est égale à plus l'infini. Donc si un est une suite réelle croissante, un est convergente si et seulement si elle est majorée. Démonstration, si elle n'est pas majorée, elle n'est pas bornée, donc pas convergente. Par ailleurs, quel que soit, il existe n tel que u grand n est supérieur ou égal à A, mais comme elle est croissante, n supérieur ou égal à n implique un supérieur ou égal à un supérieur ou égal à A, donc on voit que la limite est égale à plus l'infini. L'équivalence est évidente compte tenu de ce qu'on a dit précédemment. Tout de suite, réelle un, on en déduit. Non minorée, décroissante et divergente, et sa limite est égale à moins l'infini. Donc si un est une suite réelle décroissante, un converge et seulement si elle est minorée. Démonstration. Bon, on peut passer par la suite opposée, Vn égale moins un est croissante, un converge et seulement si Vn converge et seulement si Vn majoré, si et seulement si un minoré, parce que évidemment d'avoir ça c'est équivalent à avoir ça. Et le pli 2, l'équivalence est évidente aussi, puisque un converge équivaut à ça, équivaut à ça, équivaut à ça. Exercice avec un défini par une relation de récurrence, u0 est égal à 0, la relation de récurrence c'est celle-là, donc c'est y égale f de, d'accord, voilà, ça fait ça, donc on part de là, puis on voit bien que la suite est croissante et tend vers 1. On va le démontrer, on a évidemment un positif, quel que soit n appartenant à une étoile, u0 par ailleurs est inférieur à 1, supposons que un soit inférieur à 1, un est alors entre 0 et 1, donc le carré aussi, et donc ça va être entre 0 et 1 tiers, donc ça veut dire qu'on sera inférieur à 1 tiers plus 2 tiers égale 1, donc pareil, une récurrence évidente. Par récurrence, on en déduit que un est inférieur à 1, quel que soit n. Un plus 1 moins un, ça fait ça. Et puis ça se factorise facilement parce que j'ai choisi une fonction simple. Et ça c'est négatif parce que un est inférieur à 1, ça c'est négatif parce que un est inférieur à 1. Et donc c'est positif. Donc la suite un est croissante, majorée par 1, donc convergente de limite inférieure ou égale à 1. On sait que sa limite vérifie L égale 1 tiers de L2 plus 2 tiers parce que c'est une fonction, ça y égale f de x, ça c'est une fonction continue. Et donc ça équivaut à x égale 0 ou 1, mais comme un est positif, quel que soit
n appartenant à une étoile, il suffisait d'ailleurs que je dise U1 est supérieur à 0. Et la suite est croissante, donc sa limite ne peut pas être égale à 0, donc sa limite est égale à 1. Donc UN est convergente de limite 1. À partir de R complet, on a démontré le théorème de Bolzano-Weierstrass. À partir de Bolzano-Weierstrass, on a utilisé ça pour démontrer que le théorème des segments emboîtés. Et on a vu qu'il était équivalent au théorème des suites adjacentes. Le théorème des bandes sup, on l'a démontré, de la bande sup, on l'a démontré à partir du théorème des suites adjacentes. Et le théorème de convergence monotone, regardez bien la démonstration, on a utilisé le théorème de la bande supérieure. Bien, on a envie de tout faire à l'envers. Montrer que le théorème de la convergence monotone implique celui de la bande sup, implique celui de la théorème des suites adjacentes, puis, alors celui-là, il reste équivalent au segment emboîté, donc on ne démontrera pas les deux sont équivalents. Mais à partir de ça, on peut démontrer Bolzano-Weierstrass et enfin que R est complet. Commençons par le début. On admet le théorème de convergence monotone, on démontre le théorème de la bande supérieure. D'abord, on remarque que le théorème de convergence croissante équivaut au théorème de convergence décroissante en prenant Vn égale moins Un, on l'avait déjà fait. On fait la même démonstration que celle de la bande supérieure à partir d'une partie non vide A inclus dans R. Si A admet un plus grand élément, c'est terminé. Et sinon, on prend x0 appartenant à A, y0 appartenant à R majorant de A, donc x0 inférieur à y0. Puis on construit des segments emboîtés comme ça, où y et n est toujours un majorant de A, donc il n'appartient pas à A. Et on a ça. Donc ça, et quand je dis inférieur, c'est en fait inférieur ou égal. Xn est croissante, Yn est croissante, Xn est majoré par Y0, Yn est minoré par X0, donc puisque Xn, Yn est inclus dans X0, Y0. Donc grâce au théorème de convergence monotone, on sait que Xn croissante majorée a une limite, Yn décroissante minorée a une limite, donc je les appelle alpha et bêta, et comme limite de Yn moins Xn est égale à bêta moins alpha, et que c'est égal à 0, on en déduit que bêta égale alpha. Montrons que alpha égale sup, alors là aussi c'est encore la même démonstration. On prend que celle qu'on avait déjà faite, on prend x appartient à A, on dit que Yn est un majorant de A, donc quel que soit n appartenant à n, on a donc x inférieur ou égal à Yn, et donc on fait tendre n vers plus l'infini, comme sa limite c'est alpha, on en déduit que x inférieur ou égal à alpha, quel que soit x appartenant à A, donc alpha est un majorant de A, soit x appartenant à R, inférieur à alpha, on pose epsilon égale alpha moins x, limite de xn est égale à alpha, donc il existe n tel que n supérieur ou égal à n, implique ça. Alpha est un majorant de A et xn appartient à A, donc on a ça, donc en réalité on a ça. Ce qui veut bien dire qu'on a trouvé quelqu'un dans A qui était entre ça et ça. Donc alpha est bien le sup de A. À partir du théorème de la bande supérieure, on démontre maintenant celui des suites adjacentes. Donc on prend une suite croissante, une suite décroissante, vérifions ça. On a déjà vu que AP est inférieur ou égal à BQ, quel que soit PQ appartenant à N. Soit, donc on a AN inférieur ou égal à B0, quel que soit N. Donc cet ensemble-là est majoré. Et donc il a une bande supérieure alpha. De même, A0 inférieur ou égal à Bn, quel que soit M. Donc B égale l'ensemble des Bn est minoré, soit bêta égale 1 de B. Hein? AN est inférieur ou égal à alpha, hein, quel que soit n, bien sûr, soit epsilon positif. Comme c'est une bande supérieure, il existe n avec AN qui est entre les deux. AN est croissante, donc pour n supérieur ou égal à n, j'aurai AN inférieur ou égal à AN, mais alpha majeur A. Donc le AN est inférieur ou égal à alpha. Donc pour n supérieur ou égal à n, je vais me retrouver avec ça, qui est inférieur à ça, et donc je vois que limite de AN est égale à alpha. De même, je ne fais pas, limite de Bn est égale à bêta. Limite de Bn moins AN égale 0, donc ça fait bêta moins alpha égale 0, donc alpha égale bêta. Et bien c'est terminé, c'est de suite
ont bien la même limite. Alors, on a vu déjà que le théorème des suites adjacentes est équivalent au théorème des segments emboîtés. Montrons que le théorème des segments emboîtés implique le théorème de Bolzano-Weierstrass. On prend donc une suite bornée, on reprend la méthode de dichotomie et on va dire que s'il existe une infinité de n telle que un appartient à l'intervalle alpha y0, eh bien on prendra x1 égale alpha et puis y1 est égal à y0. Et sinon, ça veut dire qu'il y a une infinité, sinon il y aura une infinité de n tel que xn appartient à cet intervalle. Pourquoi? Parce que au total, il y a une infinité de n tel que les xn appartiennent à x0 et y0. Et dans ce cas-là, on pose x1 égale x0, puis y1 est égal à alpha. Et on recommence. On construit comme ça une suite xn, yn de segments emboîtés. Comme on a ça, on a forcément cette limite qui tend vers 0. Et donc on peut appliquer le théorème des segments emboîtés et dire que l'intersection de tous ces segments est un réel alpha. Soit n0 le plus petit entier k tel que uk appartient à x0, y0, c'est évidemment k égale 0, on pose phi de 0 égale 0. Ensuite, on va considérer le plus petit entier k supérieur à phi de 0, tel que uk appartient à x1, y1. Alors c'est possible parce qu'il y a une infinité d'entiers n dans x1, y1. On va poser phi de 1 est égal à k, qui est donc supérieur à phi de 0. Et on suppose comme ça qu'on a construit les phi de k pour k entre 0 et n, donc strictement croissant, et phi de k appartenant à xk, yk. On prend le plus petit entier k supérieur à phi de n tel que uk appartient à ça, possible parce qu'il y a une infinité de n tel que les xk appartiennent à ça, et tel que les uk appartiennent à ça, et donc on pose phi de n plus 1 égale k supérieur à phi de n. Donc, on a ainsi une suite strictement croissante et une suite extraite de u de n, grâce à cette injection phi. Alors là, il faut passer là après, c'est pas tout à fait ici. On sait que xn moins alpha, imaginez xn, yn, le alpha il est là, il appartient à tous les xn, yn, donc xn moins alpha est inférieur ou égal à xn moins yn, et cette limite fait 0, d'où la limite de xn est égale à alpha, et de même la limite de yn est égale à alpha. Mais u phi k il appartient à ce segment xk et yk. D'accord? Et comme lui il tend vers alpha et lui il tend vers alpha, d'après le théorème des gendarmes, u de u phi k tend vers alpha. On a donc extrait une suite qui est convergente. Hein. Donc ça y est, c'est exactement ce qu'on voulait faire, puisque nous on voulait démontrer le Bolzano-Weierstrass. Donc il y a une suite convergente, une valeur d'adhérence. Théorème de Bolzano-Weierstrass, maintenant, ça implique que R est complet, ça c'est facile, parce que si je prends une suite UN de Cauchy de R, donc bornée, on applique directement le théorème de Bolzano-Weierstrass, on en extrait une sous-suite convergente, donc elle a une valeur d'adhérence, et on a vu qu'une suite de Cauchy qui a une valeur d'adhérence est convergente. Donc dans R, toute suite de Cauchy est convergente, R est complet. Limite d'une suite complexe. Dans C, les voisinages élémentaires sont des boules ouvertes centrées en Z0 de rayon R positif. Donc c'est l'ensemble des Z vérifiant module de Z moins Z0 inférieur à R. On dit que UN est convergente de limite L appartenant à C si quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel UN appartient à la boule ouverte de centre L et de rayon epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel module de UN-L est inférieur à epsilon. C'est évidemment compatible avec la définition de la convergence dans R, puisque c'est la même définition. Quand il existe, la limite est unique, donc L est unique, après limite de la suite UN, et notation comme ça, démonstration d'unicité pareille que dans R. Les opérations, l'ensemble des suites est évidemment
C espace vectoriel pour les opérations qui sont comme ça, d'accord? Et par ailleurs, si U, U' sont convergentes, ça implique que U plus U' et lambda U sont convergentes et qu'on a limite de U plus U' égale limite de U plus limite de U', limite de lambda U égale lambda limite de U. Démonstration identique au cas réel. On a aussi le produit des deux suites qui est donné comme ça. Et là aussi, U, U' convergente implique que U fois U' convergente et sa limite est égale au produit des limites. Démonstration identique au cas de grand R. Si UN est différent de 0, quel que soit n appartenant à n, on peut envisager la suite 1 sur U égale 1, donc dont le terme général est 1 sur UN. Et on a, si U est convergente de limite L différente de 0, alors 1 sur U est convergente de limite 1 sur L, démonstration identique au cas réel. Si U est une suite de C, quel que soit n, je note AN la partie réelle, BN la partie imaginaire. On a donc AN et BN qui sont des suites réelles, et on a évidemment UN égale AN plus IBN, quel que soit n. Alors UN est convergente si et seulement si AN et BN sont convergentes. Et on a limite de UN égale limite de AN plus I limite de BN. Démonstration, L est égale à la limite de UN, donc quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel on a ça, ce qui implique qu'on a ça, d'accord? Et là, c'est j'appelle A la partie réelle de L et B la partie imaginaire de L, c'est-à-dire qu'on a L qui est bien égal à A plus IB. Donc ça me donne ça. Bon, bah, on a le module de X plus IY qui est inférieur à epsilon, ça implique que le module, la valeur absolue de X et la valeur absolue de Y sont toutes les deux inférieures à epsilon. Donc je vois que ces deux suites-là sont convergentes et que on a limite de AN qui est égale à A, limite de BN qui est égale à B, d'où le résultat. Réciproquement, si les deux suites convergent, ben, elles convergent dans R, elles vont donc converger dans C, puisque il y a compatibilité de la définition dans R et dans C, et donc ça veut dire que AN plus IBN, par la linéarité des opérations, est convergente elle aussi, donc UN est convergente, et évidemment limite de UN, c'est ce qu'on a vu avant, est égale à limite de AN plus I limite de BN. Une suite UN de C et de Cauchy, si quel que soit epsilon positif, on a ça. UN est convergente, implique UN de Cauchy, la démonstration est la même que dans R. Si UN est de Cauchy, alors elle est convergente parce que C est complet. Alors on peut le démontrer, ça, directement. C'est-à-dire on peut démontrer en fait que C est complet. On prend AN et BN, les parties réelles et imaginaires de UN, et ça se traduit par ça. D'accord? C'est-à-dire ça. Et donc ça implique que ça et ça, en valeur absolue, est inférieur à epsilon. Donc en fait, que quel que soit epsilon positif, on a trouvé n, voilà, le même que là, tel que PQ supérieur ou égal à n implique ça et ça. Ce qui prouve que AN et BN sont des suites. Alors ce sont des suites réelles, ça, mais ça prouve qu'elles sont de Cauchy. Et donc comme R est complet, on a vu qu'elles sont convergentes, donc UN est convergente. On généralise la convergence des suites au cas d'un espace vectoriel normé avec la même définition, sauf que là, c'est la norme. La limite est unique, donc on l'appelle limite de la suite, on note comme ça. La démonstration est la même que dans R. Dire que UN est une suite de Cauchy, ben ça équivaut à dire ça. Et si une suite est convergente, elle est de Cauchy, démonstration pareille que dans R. Si E est complet, alors Cauchy implique convergence. Linéarité, si on a deux suites et lambda appartenant à K, et si UN a une limite, U'N a une limite, alors les deux ont des limites qui sont, et c'est la même démonstration que dans R. Si E est un K, R ou C espace vectoriel normé de dimension finie D supérieure ou égale à 1, on sait qu'il est complet et que il est complet quelle que soit la norme, et on sait d'ailleurs que toutes les normes sont équivalentes. Soit B une base,
la limite d'une suite UN quand la suite est convergente ne dépend pas de la norme. Et si UN s'écrit comme ça dans la base B, alors limite de UN égale L de coordonnées L1, enfin LK dans B, équivaut à limite quand n tend vers plus l'infini des UNK est égal à LK, quel que soit K. Démonstration, on a des normes équivalentes, donc on a ça. On exprime que la limite de f est égale à L pour N1, ce qui veut dire ça, et je prends la epsilon sur bêta. Comme ça, je vais avoir N2 de UN moins L qui est inférieur ou égal à epsilon, donc je peux dire que c'est même inférieur strict. Hein. Donc je peux dire que limite de UN égale L pour N2. Petit 2, eh bien, si je vais prendre cette norme-là, elles sont toutes équivalentes, donc j'ai le droit de prendre celle-là. Hein. Et je vais dire que ça équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, le sub des UNK moins LK pour K est inférieur à epsilon. Donc ça veut dire qu'ils sont tous inférieurs à epsilon. Donc ça veut dire que tous les UNK convergent vers LK. Réciproquement, si les UNK convergent vers LK, quel que soit epsilon, je peux trouver un rang qui évidemment dépend de K, tel que l'on est ça. Et du coup, en prenant L supérieur ou égal au sub des NK, ben, je vais avoir ça, quel que soit K. Et donc, je vais avoir le sub qui est inférieur à epsilon, et donc n de un moins L qui est inférieur à epsilon, et donc limite de un égale L. C'est vrai pour une norme quelconque, puisque toutes les normes sont équivalentes à la norme que j'ai choisie là. Étude de la suite géométrique Q puissance n pour n appartenant à n. Si Q est égal à 1, Q puissance n est égal à 1, donc convergente de limite 1. Si Q égale 0, Q puissance n est égal à 0, donc pour n supérieur ou égal à 1, convergente de limite 0. Si Q est entre 0 et 1, Q puissance n est strictement décroissante et converge vers 0. Si Q est entre moins 1 et 0, Q puissance n converge vers 0 aussi. Si Q est égal à moins 1, Q puissance n est divergente et a deux valeurs d'adhérence, 1 et moins 1. Si Q est supérieur à 1, Q puissance n est strictement croissante et divergente et limite de Q puissance n est égale à plus l'infini. Si Q est inférieur à moins 1, Q puissance n est divergente. Bon, les cas Q égale 1 et Q égale 0 sont évidents. Si Q est entre 0 et 1, on voit ici que la suite, comme Q est inférieur à 1 et que ça c'est positif, est strictement décroissante et positive. Donc elle est convergente de limite L. Et cette limite va vérifier, puisque Q puissance n plus 1 égale Q fois Q puissance n, ça tend vers L et ça aussi. Donc ça veut dire que L doit être égal à Q fois L. Donc L facteur de 1 moins Q est égal à 0, et comme Q est différent de 1, L égale 0. Donc Q puissance n converge vers 0. Q est égal à moins 1. Bah, les suites extraites, moins 1 à la puissance 2 puissance n, ça fait toujours 1. Moins 1 à la puissance 2n plus 1, ça fait moins 1. Donc là, on a deux suites extraites qui convergent vers 1 et moins 1. Donc on a deux valeurs d'adhérence. Donc la suite est divergente. Petit 4, Q supérieur à 1. Bon, bah, on a toujours ça, donc la suite est strictement croissante. Si elle converge vers L appartenant à R, on aura ça comme tout à l'heure. Et donc on aura, puisque Q est différent de 1, L est égal à 0. Mais ça c'est presque possible, puisque Q est supérieur à 1, donc Q puissance n est supérieur ou égal à 1, et donc L, la limite, va être supérieure ou égale à 1. Donc elle est divergente. Et puisqu'elle est strictement croissante, ça veut dire que limite de Q puissance n égale plus l'infini. Si Q est inférieur à moins 1, bah, si la suite était convergente, on aurait Q puissance n plus 1 égale Q plus... Toujours la même chose. Hein. L égale L fois Q, donc L est égal à 0. Mais la limite de Q à la puissance n en plus l'infini, comme Q est inférieur à moins 1, oui, donc ça voudrait dire que la limite de Q à la puissance n serait égale à module de L, valeur absolue de L, pardon, et donc ça ferait 0. C'est faux, parce que module de Q est supérieur à 1. Donc
la limite de q puissance n, qui est la limite du module, ça j'aurais pu l'écrire, qui est égal à la limite du module de q à la puissance n. Et là, j'utilise ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire que j'ai un réel qui est supérieur à 1, donc la limite, c'est égal à plus l'infini. C'est donc pas 0. Voilà, et donc on a tout démontré. Alors maintenant, si q appartient à C, q puissance n converge vers 1 si q égale 1, 0 si q en module est inférieur à 1, q puissance n est divergente si q est différent de 1 et module de q supérieur à 1. Alors démonstration, déjà vu si q appartient à R, sinon q est un R exponentielle iθ. Comme il n'appartient pas à R, ça veut dire que R est strictement positif et que θ est entre 0 et 2π. Module de q est supérieur. Si module de q est supérieur à 1, module de q à la puissance n est un réel positif supérieur à 1, donc ça va tendre vers plus l'infini. Donc q puissance n est forcément divergent, parce que s'il convergeait, eh bien le module de q puissance n, qui est égal à module de q à la puissance n, tendrait vers le module de R, c'est-à-dire vers un nombre réel et pas vers plus l'infini. Alors, si q en module est inférieur à 1, là par contre on a vu avant que module de q à la puissance n tend vers 0. Donc la limite de q puissance n est égale à 0. Alors, tout ça, ça s'appuie sur le fait que module de q à la puissance n égale module de q à la puissance n. Il reste donc ce cas-là, avec r égale 1, donc q égale exponentielle iθ, q puissance n égale exponentielle inθ. Si on avait L égale limite de q à la puissance n en plus l'infini, alors on aurait, puisque 2n tend lui aussi vers plus l'infini, on aurait limite de q à la puissance 2n qui serait égale à L. Mais q puissance n fois q puissance n égale q puissance 2n. D'accord? Donc ça voudrait dire L fois L est égal à L. Donc L égale 0 ou 1. Donc L est égal à 1 puisque le module de q puissance n c'est toujours 1. Donc le module de L, c'est forcément 1, donc ça veut dire que L va être égal à 1. D'accord? Alors, Q puissance n plus 1 est égal à Q fois Q puissance n, et là c'est toujours la même chose. Donc on obtient ça, et comme on a L est égal à 1, d'accord, ça nous fait 1 égale Q. Alors 1 égale Q, ça veut dire ici que Q est égal à exponentielle iθ. Alors ça c'est faux. C'est faux parce que θ est compris strictement entre 0 et 2π, donc l'exponentielle n'est pas égale à 1.